J'ai cru que c'était Coluche, et puis quand je l'ai vu dans la rue remettre Biden à sa place et dire « je t'ai pas demandé un taxi, je veux des armes », il était devenu Churchill. Ouais, enfin je pense que là, Churchill, il a dû se retourner dans sa tombe. En France, il y a quand même quelqu'un qui a eu 442 couvertures de magazines, je crois, qui était pratiquement inconnu avant. Il avait été un petit peu ministre aux Finances, mais enfin bon. Une réaction, rien du tout. Pour une bonne et simple raison, c'est que si on en parlait, eh ben, il faudrait expliquer qu'on est déjà rentré, que les Américains sont déjà rentrés dans une guerre nucléaire. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 4K2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Jacquemin-Rafestin. Bonjour. Bonjour Kate, merci à vous de m'inviter. Merci à vous surtout de nous faire l'honneur d'être là et de profiter de votre séjour à Paris, parce que vous venez de loin tout de même. Alors ensemble, on va parler de votre dernier livre, « Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font ». Tome 3, L'Empire du mensonge. Alors un tome 3 qui est assez différent des deux premiers, qui eux étaient plus axés sur la santé, la nutrition, la crise du Covid. Ici, c'est plutôt un livre qui est axé sur la géopolitique, l'histoire, beaucoup d'analyses, de critiques aussi, et donc on va en parler. Et puis, vous savez déjà le faire, parce que vous avez déjà écrit sur des causes, des crises comme celle de Tchernobyl ou de Fukushima. Donc, merci d'être avec nous. Ma première question, c'est de vous demander qui se cache derrière l'empire du mensonge. Ceux qui dirigent le monde, ceux qui ont également fait cette pandémie, comme je l'appelle dans les livres précédents, pour détruire le monde, pour la population, pour dépopuluer la planète, et ils ne s'en cachent pas, ils le disent. Vous saviez un monument qui a été construit dans les années 80, les Georgia Guidestone, sur lequel il était indiqué en 7 langues « Ne soyez pas un cancer pour la planète, il faut réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants ». Il y a eu en 95 une réunion au Fairmont Hotel à San Francisco avec Bush, avec Thatcher, avec Bill Gates, bien sûr, et d'autres, avec Mikhail Gorbatchev, qui disait également qu'il fallait réduire à 500 millions. Si les gens écoutent, ils le savent que c'est pas du bien qu'on leur veut. Alors, si je comprends bien, derrière l'empire, cet empire, il ne se cache pas seulement un pays, mais des personnages. Des personnages, ceux qui mettent en place les présidents dans les pays. Et je l'explique dans le tome 2 avec le chapitre « La conspiration ouverte ». Ça a commencé avec une certaine famille à la fin du 19e siècle, et puis ça s'est continué depuis, puisqu'ils ont pris de plus en plus d'ampleur. Quand les Rockefeller ont créé leur fondation, la fondation Rockefeller, ils ont pris de l'ampleur, ils ont pris des parts dans les universités, dans les médias, partout. Ils ont également mis la mainmise sur l'organisation, enfin l'ONU. Ils ont pris ce qui était à San Francisco, ils l'ont transporté à New York, la Société des Nations, pour en faire l'ONU. Et c'est de l'ONU que j'appelle la pieuvre, moi, que partent tous les organismes qui nous posent des problèmes, c'est-à-dire l'OMS, le FMI, le GATT, le GIEC, bien sûr. Voilà, tous ces organismes à la tête desquels sont des personnages qui n'ont jamais été élus par les peuples. Alors ce tome 3 est surtout consacré avant tout à la guerre en Ukraine. Alors en 600 pages, mais ça on ne peut pas vous le reprocher parce que les deux premiers tomes étaient aussi conséquents, j'ai envie de dire. J'ai réussi à faire 100 pages de moins. Alors pour quelle raison accorder 600 pages? Alors très documenté, sourcé, ça on ne peut pas vous le reprocher, avec des anecdotes. Pourquoi consacrer 600 pages à la guerre en Ukraine? Eh bien parce qu'il y a tellement de choses à dire d'ailleurs, parce que on ne sait pas, moi-même au début où j'ai commencé, je savais beaucoup de choses, mais au fur et à mesure de mes recherches, j'en ai découvert d'autres. D'ailleurs ça ne devait pas être un tome 3. Mon éditeur m'avait demandé s'il y avait un tome 3, j'ai dit non, il n'y en aura pas, parce que je veux écrire sur la guerre que les États-Unis font à l'Ukraine. Et puis finalement, au fur et à mesure, je me suis retrouvé, je me suis aperçu qu'on retrouvait les mêmes acteurs, le DOD américain, les mêmes qui commandent, qui mettent en place. Voilà, donc c'est devenu un tome 3, et il y a tellement de choses à dire, et puis au fur et à mesure où je piochais, je trouvais d'autres renseignements. Voilà, et ce qui est bien, c'est que énormément de documents
sont sur le net, des documents qui datent de 30 ans, qui expliquent, mais vraiment pas à pas, cette mainmise des États-Unis sur l'Ukraine de manière à faire sombrer la Russie. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils se sont trompés. Mais c'est détaillé. Vous avez le plan Barry Rosen, par exemple. Oui, on va en parler. Qui détaille tout. Ils ont même prévu la désintégration de l'armée ukrainienne. Même ça, c'était prévu, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de morts de jeunes. Je pense que Zelensky, il a détruit 3 générations de jeunes en Ukraine, dans son pays. À la fin de l'année dernière, il y avait déjà 500 000 morts. Même Robert Kennedy le reconnaissait dans ses discours et d'autres hommes politiques. Et là, actuellement, depuis le début de l'année 2024, on est à 480 000 décès. Et on va rentrer dans les détails de ce livre, comme j'ai dit, qui est sourcé, qui est documenté. Mais tout d'abord, restons sur les commanditaires, les responsables, et vous l'avez dit, les États-Unis ont une part importante dans ce conflit et dans d'autres conflits. En quoi leur rôle est crucial? Alors déjà, il faut quand même savoir, moi je ne le savais pas au début où j'ai commencé, qu'en 248 ans d'existence, les États-Unis ont été 228 ans en guerre. Voilà. Les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde, dans 80 pays, avec 200 000 soldats répartis partout. En face, la Russie, elle a 15 bases militaires, une en Syrie et les autres sont dans les anciennes républiques soviétiques. Et puis la Chine en a 5, et il y en a certaines qui sont en construction d'ailleurs dans les 5, et il y en a une à Djibouti. Donc d'un côté, vous avez 850, et de l'autre côté, vous avez 15 et 20. Je pense que c'est important de planter le décor, parce que c'est Poutine, le méchant dictateur. Bon, il faut quand même savoir que les Américains s'implantent partout dans le monde. Alors pourquoi vous parlez justement d'empire et pas d'hégémone? Parce que la Russie parle d'hégémonie américaine. Oui, mais c'est l'empire américain. Vous savez que quand ils sont venus nous libérer en 1945, ils sont arrivés avec des petits billets verts imprimés en francs. Il y a les photos dans le livre, 50 francs, 100 francs, et c'était l'AMGO. Ils venaient occuper le territoire français. C'est parce qu'à l'époque, on a eu la chance d'avoir le général de Gaulle. Sinon, d'abord, ils ont essayé dans d'autres pays. La révolution de 58 en Italie, c'était eux aussi. Ils ont essayé dans d'autres pays. Ils ont essayé aux Pays-Bas de s'installer vraiment en Europe. Alors l'Ukraine, justement, pour vous, et vous le démontrez, c'est un prétexte pour atteindre justement et détruire la Russie. Alors on va parler de ce plan... C'est le but. C'est le but. Alors on va parler justement de cette étude de Barry Rosen. On va planter un peu le décor parce que finalement, on dit que la guerre froide est terminée, mais elle existe encore, en tout cas de manière unilatérale, oui, si je puis dire. Oui. Et donc vous parlez justement de cette étude du professeur Barry Rosen, qui est datée de novembre 1994, pour que les gens comprennent bien. Ce document s'intitule « A Defense Concept for Ukraine » et vous dites, je vous cite, « Avec 3 ans d'avance, le professeur Rosen prédit une précision absolument effroyable le déroulement du scénario de l'Ukraine que nous constatons depuis 20 ans. La réaction russe anticipée, ou plutôt souhaitée, que l'on perçoit aisément, nous permet de comprendre que tout est prévu depuis longtemps par les Américains pour provoquer l'ancien pays des tsars. Nous sommes ici face à un plan de guerre bien étudié. » Qu'est-ce que prévoit exactement? Il a prévu ça avec 30 ans d'avance, mais si on se rappelle les propos de Theodore Roosevelt, qui n'était pas celui de la guerre de 1945, mais celui qui a été président de 1901 à 1909, il avait dit, et c'est une phrase que j'aurais dû mettre dans le livre, « En politique, soyez assurés que tout ce qui arrive est prévu depuis très longtemps. » Voilà, donc là, on ne peut pas mieux le prouver. Ce qui est bien, c'est que mes lecteurs pourront télécharger le document, puisque j'ai mis la note, il y a les notes de bas de page, donc ils vont pouvoir télécharger et voir par eux-mêmes que c'est prévu depuis 30 ans, quoi, et même plus, puisqu'il y a un document de 1954 où le FBI avait demandé à une université d'étudier comment séparer l'Ukraine de l'URSS, parce que pour eux, c'est vraiment ce qui les dérangeait le plus. S'ils arrivaient à mettre pied en Ukraine,
l'URSS, enfin la Russie aujourd'hui tombait. Donc c'est prévu depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve exactement? On y retrouve notamment que l'Ukraine, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, on y retrouve cette guerre préprogrammée. Oui, mais je pense que les médias, au lieu de nous parler de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, feraient mieux de nous parler depuis combien de temps l'OTAN est rentrée en Ukraine. Ça fait 30 ans qu'il y a des instructeurs américains, des instructeurs britanniques dans toutes les armes en Ukraine. Donc, oui, elle n'y est pas officiellement, mais l'OTAN, elle, est en Ukraine. Alors, il y a aussi des personnages clés que vous abordez. Alors, il y a deux hommes que vous qualifiez de nazis, et là, les nazis, on va en parler un peu plus tard d'ailleurs. Stepan Bandera et Mykola Lebed. Oui, non, mais c'est pas moi qui les qualifie de nazis. Ils ont ce titre depuis très longtemps, depuis 30 ans. Mais c'était des chefs de nazis. C'était les plus grands chefs nazis ukrainiens de l'époque, et ils ont fait partie de certains régiments. Malheureusement, tristement célèbre, puisque un de ces régiments, c'est celui qui a brûlé le village français de Radour-sur-Glane. Donc oui, ce sont des nazis. Même si le président Zelensky a érigé Stepan Bandera en héros national, ça n'empêche pas ce qu'était cet individu. Il y a tout le détail sur ce qu'ils ont pu faire. Autre personnage clé aussi, Victoria Nuland, je sais que vous l'aimez beaucoup. Ah oui, beaucoup. Voilà, elle a un CV qui est assez impressionnant. Elle a un CV chargé. Alors, elle a fait carrière au département d'État des États-Unis, elle a occupé plusieurs postes de chef de cabinet, elle a servi à l'ambassade des États-Unis à Moscou dans les années 90, elle a été entre autres ambassadrice américaine à l'OTAN entre 2000 et 2003. Et puis c'est à elle qu'on doit un peu le retour de la France dans l'OTAN, puisqu'elle a plaidé la cause de Nicolas Sarkozy, voilà, entre autres. Alors vous l'évoquez longuement dans votre livre, et puis il y a une raison... C'est un personnage clé de ce qui s'est passé, du Maïdan, entre autres, de la Révolution Orange. Elle est vraiment à la base de tout ce qui s'est passé en Ukraine. Oui, c'est un personnage clé très important, malheureusement pour les Ukrainiens. Alors pour quelle raison c'est un personnage clé et pourquoi vous avez choisi de retranscrire une conversation qu'elle a et surtout son fameux, on peut le dire... Mais déjà, ça permet de voir le personnage. De le retranscrire, sa conversation permettait de voir à qui on avait affaire. Donc son fameux « fuck the EU », voilà, c'est-à-dire que les Européens aillent se faire voir en parlant poliment. C'est important parce que c'est elle qui, non seulement elle a été à la base des manifestations du Maïdan, mais c'est elle qui a fait le nouveau gouvernement ukrainien. Elle a choisi le nouveau Premier ministre, elle a choisi ses ministres. Il y a une grande discussion. C'était important de retranscrire la discussion parce qu'on voit vraiment que c'est les États-Unis qui ont placé le gouvernement. D'ailleurs, à l'époque, il faut savoir, et cet article, on le retrouve encore aujourd'hui sur le net, le journal L'Humanité avait titré, à propos du nouveau gouvernement, « Les États-Unis aux finances et les nazis à la défense ». Et on peut retrouver aujourd'hui l'article. Bien sûr, un tel article aujourd'hui ne pourrait pas paraître. Alors, elle a démissionné, vous dites qu'elle a démissionné de son poste de sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques en mars 2004. Là, cette année, très récemment. Et vous dites que c'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être que ça... Oui, voilà. C'était une bonne nouvelle parce qu'elle a consisté à jeter de l'huile sur le feu en permanence. Quand il y a eu le Maïdan, elle est quand même allée distribuer des petits pains aux manifestants et tout. Je sais pas. Imaginez que pendant notre période Gilets jaunes, Maria Zubarova vienne sur les Champs-Élysées distribuer des petits pains au chocolat. Je suis pas sûr que ce serait bien passé dans la presse. Alors, vous revenez également sur les accords de Minsk, les fameux accords de Minsk. Oui. Et donc, les Minsk 1, qui a été signé le 5 septembre 2014, qui ne prévoyait pas de calendrier précis, voilà, en tout cas sur les actions, sur l'application des mesures. Et puis Minsk 2, signé en février 2015. Là, c'est surtout ces accords-là qui vont faire beaucoup de bruit, avec les révélations concernant Angela Merkel et François Hollande. Voilà, il y a 2 ans, en décembre 22, oui. Et là, on s'aperçoit, alors tristement quand même, que c'était une vaste pantalonnade. Et on s'aperçoit surtout que la signature de la France
en bas d'un pacte, ça vaut rien. Que Hollande a menti, que Merkel a menti. Tout le monde a menti. Tout ça pour permettre à l'Ukraine de s'armer, mais à l'Ukraine, entre guillemets, aux États-Unis et aux Anglais de fournir les équipements et les entraînements aux soldats. Voilà, et ça a servi à ça. Et il faut quand même savoir que en avril 2022, c'est-à-dire juste 2 mois après le début de l'opération spéciale, tout aurait pu s'arrêter. Il y avait eu des accords qui ont été signés à Istanbul et ça aurait pu très bien s'arrêter. Mais Boris Johnson est revenu voir Zelensky le 5 juin et a dit non, tu signes pas, on va être derrière, on va aider, on va fournir l'armement et tout. Oui, parce que l'intérêt de ces superpuissances, enfin qui ne sont même plus des superpuissances, ça a été en fait de retarder le moment de cette guerre pour permettre à l'Ukraine de s'armer, de se renforcer militairement et peut-être économiquement, je ne sais pas. Et la finalité, c'était finalement qu'il y ait effectivement une guerre, mais que l'Ukraine l'emporte. Oui, mais enfin, s'ils avaient fait un petit peu d'histoire, ils auraient su que personne n'a gagné contre la Russie. Napoléon a laissé 600 000 hommes sur le terrain. Hitler s'est cassé les dents aussi. Et comme l'a dit un grand général américain, on ne gagne pas contre une puissance nucléaire qui a 6 000 ogives nucléaires. Voilà. Donc, c'était une grave erreur. Doublement une grave erreur, parce qu'ils pensaient justement que la Russie allait souffrir économiquement. Mais la Russie a aussi profité pour aménager son économie et se préparer à de futures sanctions. Et aujourd'hui, la Russie, elle est devenue la 4e puissance économique mondiale. Elle s'en sort beaucoup mieux que la France de M. Macron. Ça, c'est certain. Ou même que l'Allemagne de Scholz, qui est dans une catastrophe économique vraiment incroyable pour l'Allemagne. Vous savez, quand ils ont créé l'OTAN, le but de l'OTAN, c'était de maintenir les Américains à l'intérieur, les Russes à l'extérieur et les Allemands sous tutelle. Voilà, c'était le but. Mais avec les Américains à l'intérieur. Et ils n'ont pas eu de chance puisque le général de Gaulle, au bout d'un moment, il les a mis à la porte en 1966. Et d'ailleurs, j'ai découvert avec les documents que j'ai trouvés que les mai 68, ça a été fait par la CIA à la base. Parce qu'en 60, quand le général de Gaulle a fait le nouveau franc a commencé à prendre le pas sur le dollar. Le nouveau franc était vraiment une monnaie importante. Et le Wall Street Journal avait titré De Gaulle met à sac le Fort Knox, quelque chose comme ça. Et donc ça passait très mal. Et puis en 66, en plus, de Gaulle a viré les Américains de nos bases militaires. Donc il fallait vraiment qu'ils se débarrassent de Gaulle. Et ils sont passés par les étudiants, mais c'est ce qu'ils font toujours. C'est ce qu'ils ont fait avec la Révolution des Roses en Géorgie pour faire tomber Shevardnadze. C'est ce qu'ils ont fait avec la Révolution Orange en Ukraine. J'ai l'impression qu'ils recommencent là. Le résultat des élections de la semaine dernière en Géorgie, ça leur plaît pas du tout parce que la présidente est repassée avec 54%, donc ça ne leur convient pas. Comme en Moldavie d'ailleurs. Voilà, comme en Moldavie également, c'est terrible. Il faut savoir que sur 248 guerres dans le monde, ils en ont fait 201. D'ailleurs, dans le livre, dès le premier chapitre, je crois qu'il y a 5 pages, j'ai fait la liste des guerres, des révolutions qu'ils ont fomentées. Il y en a 5 pages. C'est absolument incroyable l'hégémonie qu'ils peuvent faire dans le monde. Ils se veulent les maîtres du monde, mais ils ne sont pas les maîtres du monde. Et je pense que là, ils sont en train de perdre, d'ailleurs, avec la dernière réunion à Kazan des BRICS. Les BRICS prennent de plus en plus d'ampleur et la dédollarisation commence avec un bon chemin, à mon avis. Que ce soit l'Arabie Saoudite, la Chine, tout ça, ne paye plus en dollars. L'Arabie Saoudite a accepté d'être payée en yens. Enfin bon, c'est... on va voir, on ne peut pas savoir, on est le 5 aujourd'hui, hein, donc on va voir ce que deviennent les États-Unis selon l'élection présidentielle. Ça
Ça peut tout changer. Tout le monde attend effectivement voilà, les résultats. C'est sûr que si Donald Trump était élu, la guerre en Ukraine, elle s'arrêterait. Voilà. S'il n'est pas élu, ça peut être très chaud en Europe parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils perdent de pied. Donc Zelensky, il est à moitié fou maintenant. Avec toute la poudre qui se met dans le nez, il est plus capable de réagir. Donc il peut effectivement faire une attaque nucléaire, que ce soit sur la centrale de Zaporizhzhia, et puis dire que c'est les Russes, bien sûr, puisque c'est toujours Poutine. Hein, Alors justement, sur Volodymyr Zelensky, qui n'est pas le premier président ukrainien, en tout cas, à être mis par les États-Unis, c'est ce que je voulais dire en tout cas, à avoir été instauré au pouvoir, même s'il y a eu des élections, mais on sait très bien que derrière ces élections ont été manipulées. Alors, lui, c'est particulier quand même. Ça. Exactement. Et justement, vous lui avez accordé un long chapitre à lui et à sa femme, cet acteur qui est assez clownesque quand même, qui sort d'on sait où. Bah, il était animateur, je pense, sur c'était fameuse chaîne ukrainienne. Comme a dit Monsieur BHL, c'était Coluche. J'ai cru que c'était Coluche et puis... quand je l'ai vu dans la rue remettre Biden à sa place et dire « je t'ai pas demandé un taxi, je veux des armes », il était devenu Churchill. Ouais, enfin je pense que là, Churchill, il a dû se retourner dans sa tombe. Non, c'était un comique qui... Les gens ne connaissent pas Zelensky. En dehors du fait qu'on sait tous qu'il joue du piano avec un certain organe, on ne le connaissait pas. Donc il faut que les gens apprennent. Et justement... Scott Ritter a fait un film, L'Agent Zelensky, qui est pas resté longtemps sur YouTube, bien sûr, mais qui nous permet de savoir qui était. Alors, cet homme a été capté par les Américains en 2012, 2 ans avant le Maïdan. Il a fait un film, il était Napoléon, il attaquait la Russie. Et les Américains se sont dit, c'est celui-là qu'il nous faut. Voilà. Donc, ils l'ont coopté. Les scénaristes d'Hollywood ont fait une série télévisée dans laquelle Zelensky est un professeur d'histoire qui devient président en Ukraine. Voilà. Il y a trois séries. Et la dernière série, le dernier épisode où il est élu président, est passé à la télévision 4 jours avant les élections de mai 19. Voilà, donc c'est la meilleure campagne préélectorale qui n'a jamais été faite au monde. Elle sera étudiée. C'est un peu ce qu'on a vécu nous en 2017 Elle sera étudiée, oui, encore mieux que chez nous. Elle sera étudiée. Zelensky n'avait jamais pris la parole. À chaque fois qu'il prenait la parole, c'était les paroles de son personnage, Soborodko, dans la série. Et c'était enregistré de manière à pouvoir rectifier tout. Donc avant l'élection, il n'a jamais pris la parole en direct. Voilà. Donc tout a été préparé, bien sûr avec ce feuilleton qui a beaucoup plu. Les gens ont voté pour lui. Et vous avez raison, en France, il y a quand même quelqu'un qui a eu 442 couvertures de magazines, je crois, qui était pratiquement inconnu avant. Il avait été un petit peu ministre aux Finances, mais enfin bon... Si, on sait ce qu'il avait vendu, puisqu'il avait vendu Alstom, donc il avait eu un certain poids quand même. Mais bon, il n'avait jamais été élu, maire, député, et il s'est retrouvé président, pareil. Mais c'est pareil, ils sont mis en place par les mêmes personnages. C'est des pantins, ils exécutent des ordres, ces gens-là. Comme Trudeau, comme Rishi Sunak en Angleterre, qui a été viré là cet été, comme Scholz, comme Boris Johnson. C'est des gens qui sont aux ordres. Alors pour rester sur Zelensky, moi il y a 2 événements qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est la fortune du couple Zelensky, qui viennent tous deux de milieux modestes, à la base. Alors on apprend que le patrimoine du président Zelensky s'élèverait aux États-Unis, juste aux États-Unis, à environ 35 millions de dollars. Mais moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est cette enquête qui a été menée par un journaliste égyptien, Mohamed Al-Alaoui, qui a révélé l'achat d'une villa de luxe en Égypte pour 5 millions de dollars. Pourquoi ça m'a interpellée ? Parce que cette information, comme vous le dites, elle a été balayée par toutes les chaînes d'information. Et entre autres par David Pujadas. Ah oui, vous l'aimez bien, David Pujadas. Qui a dit qu'on a refait l'enquête en 72 heures. Formidable. Et donc, c'était un fake. Malheureusement, ce journaliste a reçu des menaces, sa famille a reçu des menaces, et finalement, il a été assassiné. Et aujourd'hui, en Égypte, que fait la police ?
elle est sur une piste ukrainienne. C'est des Ukrainiens qu'elle recherche. Oui, alors ce journaliste d'investigation égyptien a été retrouvé mort en décembre 2023. Alors, le site, c'est le site El Mostaqbal, pardon, que vous citez, déclare, je cite, que le décès est dû à de nombreuses abrasions, fractures et ecchymoses sur son corps, entraînant une hémorragie cérébrale mortelle résultant d'une lésion traumatique grave au niveau du cerveau. Ça fait froid dans le dos tout de même. Oui, oui, tout à fait. Bah, ils sont dangereux, hein, les équipes ukrainiennes. On en revient aux nazis, hein, donc il faut voir, il y a des photos dans le livre, il faut voir ce qu'ils ont fait quand même aux gens du Donbass. Hein. Le deuxième point qui m'a interpellée concernant toujours Zelensky... Sa fortune, toujours? Alors, pas sa fortune. Cette fois-ci, c'est la visite du patron de la CIA, William Burns, qui va en catimini à Kiev et qui rencontre Zelensky et qui finalement le menace un peu. Oui, c'est une vraie menace. On a dit qu'il y avait été pour le prévenir qu'il risquait de se faire descendre, mais c'était pas par les Russes, c'était par ses commanditaires américains. Pourquoi? Parce que son comportement Bien, parce que je pense qu'au début, si vous voulez, je le casse assez dans le livre, pour le défendre un petit peu, je pense qu'au début, qu'il a été président, il a été honnête. Il voulait donner une certaine indépendance aux républiques du Donbass. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il a été élu en mai 19 et déjà en septembre 19, il avait les députés nazis, le groupe nazi à la Rada. La Rada, c'est leur assemblée nationale, qui prenait le pas sur lui et puis qui le remettait dans les rails de ce qu'il fallait faire. Donc peut-être qu'à un moment, oui, effectivement, il a voulu prendre un peu d'indépendance, mais il a été très vite rattrapé par ceux qui l'ont mis en place. En tout cas, aujourd'hui, il se tient à carreau. Aujourd'hui, il se tient. Il continue sa fortune. Sa fortune a bien augmenté. Vous avez dû voir tout ce qu'il achète. C'est absolument... entre lui et sa femme, avec sa fondation. Voilà, ça, lui. Alors même si on dit que c'est des fake news pour les terres vinicoles de Sting, qu'il aurait acheté 75 millions. Au mois de juin dernier, le journaliste italien a été vérifié sur le cadastre. Alors bien sûr, c'est pas au nom de monsieur et madame Zelensky, c'est au nom de leur société, mais la société, elle est au nom de Volodymyr et d'Olena Zelensky, donc... qui sont les gérants. Voilà, et ça a été pareil avec le manoir anglais qu'il a racheté en février, donc... je pense qu'il remercie quand même Frau von der Leyen de tout cet argent qui arrive. Puis l'argent arrive de partout parce que il faut savoir que les armes qu'on leur envoie, il y en a 30% qui arrivent sur le terrain, sur le front. Et ça part partout. Déjà l'année suivante, quelques mois après, un responsable finlandais avait dit qu'il s'inquiétait des armes qui arrivaient en Finlande, au Danemark. Et il a dû revenir sur ses déclarations. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien n'a pas apprécié du tout. Et il a dû revenir sur ses déclarations en disant on n'a pas la preuve finalement. Mais aujourd'hui, on a la preuve. Ces armes, on les retrouve partout. Elles partent en Afrique, partout en Afrique, au Zaïre, au Bénin, tout ça. Toutes les armes qu'on envoie en Ukraine, donc 60%, 70% partent partout. Il y en a même qui ont été retrouvées en Amérique du Sud. Et puis il y en a qui vont dans nos banlieues aussi parisiennes. Alors il n'y a pas que le trafic d'armes en Ukraine. L'Ukraine, c'est aussi une plaque tournante du trafic de drogue, du trafic d'enfants, du blanchiment d'argent. Trafic d'enfants, effectivement. Mais ça a toujours été, déjà l'Ukraine avait la réputation de 10% de la pédophilie dans le monde. Et oui, effectivement, ça... Et puis il n'y a pas que ça, il y a les organes aussi. Et il faut savoir que les soldats qui meurent sur le champ de bataille, ils sont immédiatement récupérés pour des ventes d'organes. On ne sait pas ça. Nos médias français ne parlent pas de tout ça. Et ce qui se passe, c'est actuellement en Ukraine, franchement, c'est de la boucherie déjà, pour commencer. Et quand je vois notre président qui continue à alimenter avec des milliards d'euros, avec du matériel pour faire tuer des gens, mais c'est... Ils ne gagneront jamais l'Ukraine.
Et ils le savent qu'ils ne peuvent pas gagner. La preuve, le rapport qu'on parlait, qui date de 94, qui est vieux de 30 ans, l'indique. C'est indiqué dans le rapport que l'armée ukrainienne sera décimée. Mais ça fait rien. Alors pourquoi font-ils ça? Il y a les blanchiments d'argent, bien sûr. Il y a la vente de l'Ukraine aux États-Unis par la main de BlackRock. Bien sûr, les terres ukrainiennes, il y a 40% des terres ukrainiennes qui ont été vendues. Et c'est pas fini. C'est terrible tout ce qui se passe. Et puis actuellement, il y a les rafles. Alors évidemment, encore, nos médias n'en parlent pas. La télé allemande en parle, elle a fait un reportage. Et donc les rafles, ils ont plus de soldats. Ils ont bousillé 3 générations. Donc maintenant, ils ramassent les gens dans la rue. Vous allez chercher votre pain, ils vous ramassent. Il y a un reportage allemand où ils sortent un homme de sa voiture. Et il a sa femme, ses enfants. Ils le sortent, ils le mettent dans le camion. Et 3 jours après, ils se retrouvent au front. Les plus chanceux se rendent avec le drapeau blanc et ils ont leur vie sauve. Et puis les autres sont assassinés, bien sûr, puisqu'ils ne savent pas se battre, ils n'ont pas fait l'armée. Et sans compter les déplacements de population aussi. Et sans compter les déplacements. Il faut savoir que depuis 2014, il y a 4 millions d'Ukrainiens qui sont repartis en Russie. La Russie qui les accueille comme des citoyens. Oui, parce que les gens ne savent pas. Moi-même, à l'époque, je ne savais pas. Hein, mais tout le sud de la Russie, la Crimée, le Khanat de Crimée est devenu russe en 1783. Hein, un Khanat, c'était un royaume dirigé par un Khan turc aux Mongols. Donc, 6 ans avant la Révolution française, la Crimée était déjà russe. Et c'est Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev, un soir de beuverie, qui a donné la Crimée à l'Ukraine. Voilà, comme ça. Mais c'est des russophones, c'est des gens qui parlent russe. Et tout l'Est, tout le Donbass, c'est des gens qui parlent russe. Il faut savoir qu'on leur a interdit de parler leur langue. Il faut savoir que Poroshenko, donc le président élu en 2014, le grand ami de François Hollande... Enfin, élu ou placé d'ailleurs, qui a été placé. Avait dit nous aurons ils travailleront pas, nous aurons des retraites, ils n'auront pas de retraite, nos enfants iront à l'école, les leurs resteront dans les caves. Voilà, c'était un grand philosophe, ce monsieur. Et donc voilà pourquoi beaucoup ont fui, 4 millions sont partis en Russie. Et donc, vous savez, Poutine n'a pas envahi l'Ukraine, il a simplement appliqué l'article 2202 de l'ONU. C'est un peu ce que la France a fait au Rwanda, hein. C'était pareil, l'application d'un article des Nations Unies. Et en ce qui concerne la Crimée, il y a eu un référendum, et donc tout le monde a crié au scandale parce que les Criméens ont voté à 97% leur attachement à la Russie. Donc tous les journaux ont crié au scandale, mais je crois que nos journalistes ont oublié que nous aussi, la France, on a eu un référendum en 2009 sous M. Sarkozy. On a demandé à Mayotte s'ils voulaient devenir un département français, et ils ont tous voté à 96% pour être attachés, pour devenir un département français. Le président des Comores s'est insurgé. L'ONU a donné tort à la France. C'est exactement pareil, hein. C'est les mêmes pourcentages, 96 d'un côté, 97 de l'autre, c'est exactement pareil. Je pense que dans le monde, 95% des gens sont au courant de la Crimée. Il y a combien de pourcentage de population mondiale qui savent que la France, elle a fait exactement pareil pour Mayotte? On n'en a pas parlé. Et pourtant, on est en porte-à-faux à l'ONU pour ça. Vous savez très bien que les médias choisissent. Oui, bah bien sûr. Les sujets dont ils veulent parler. Ah bah surtout depuis quelques années quand même. Je trouve qu'en France, on manque quand même vraiment beaucoup de liberté. Pas qu'en France. De liberté. Je vois même les journaux américains, allemands, anglais, on raconte beaucoup plus, que ce soit sur cela ou sur les effets secondaires, par exemple. J'aimerais vous faire réagir à la déclaration toute récente de Sergueï Lavrov, qui est ministre russe des Affaires étrangères. Voici ce qu'il dit.
Je le cite, « Il est triste de constater que l'élite dirigeante actuelle de plusieurs pays européens ne voit manifestement pas d'avenir pour elle dans un monde multipolaire et cherche le salut auprès de l'hégémone d'outre-Atlantique. Le gouvernement allemand a honteusement accepté la destruction humiliante des gazoducs Nord Stream, des intérêts fondamentaux de l'économie et du peuple allemand. Et voilà que Berlin a pris position lorsque les États-Unis ont annoncé leur décision de déployer des missiles à moyenne portée sur le territoire allemand. Le chancelier Scholz a qualifié cette décision de bonne. » Oui. Alors pour les Allemands, c'est terrible, mais ça leur permet de se réarmer. Depuis la guerre, ils pouvaient pas. Aujourd'hui, ils ont implanté en Finlande des bases militaires en Finlande. Là, il y a 5000 hommes qui seront déplacés pour la fin de l'année. L'Allemagne, le Nord Stream, c'est catastrophique pour eux. Quand on pense que Biden a déclaré que si les Russes passaient la frontière, il n'y aurait plus de Nord Stream, et que Scholz était à côté de lui, à Washington, avec un petit sourire, il faut savoir que l'Allemagne dépendait à 66% du gaz russe. Et puis ce qui est curieux aussi, c'est qu'une société comme Total, qui a dépensé 1 milliard, qui est partenaire, qui a dépensé 1 milliard, ne réagissent pas. Les actionnaires de Total ne réagissent pas non plus. C'est très curieux. Et alors ce fameux attentat à Nord Stream, vous avez un très grand économiste américain, Jeffrey Sachs, qui est mondialement connu, il a fait 4 fois la couverture du Time Magazine. C'est un conseiller particulier d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et donc il parle aux Nations Unies, et il a dit que c'était un acte de terrorisme international, et qu'il faudrait une enquête, et curieusement, à part 3 pays, ils ont tous voté contre une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Alors naturellement, on a eu l'enquête de Seymour Hersh, qui n'est pas n'importe quel journaliste non plus, prix Pulitzer en 71. Il a ses collections, il a des bons renseignements, et entre autres là pour le sujet, il a vraiment une relation très très proche de la décision qui l'a informé. Donc tout a été préparé par les États-Unis, bien sûr, avec ça s'est passé dans la plus grande piscine. Les préparations, voilà, en tout cas, ouais. Voilà, qui existent en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ça s'est fait également avec les gars de la Navy, mais avec des plongeurs norvégiens. Parce que les plongeurs norvégiens sont plongeurs depuis des générations dans les familles. Donc c'est les meilleurs plongeurs au monde. Et ils ont profité d'exercices de l'OTAN. Alors ça aussi, c'est incroyable, mais c'est sur Internet. C'est donc le Baltrop 2022 qui a eu lieu en juin 2022. Et il y a des notes de bas de page, vous pouvez tirer les documents de la Navy, et ils expliquent que pendant ces exercices, donc, il y a des équipes qui vont plonger, déposer des explosifs, et que d'autres vont soit récupérer les explosifs, soit les faire exploser. Mais bon, donc ça s'est fait dans la plus parfaite légalité, tout le monde était au courant. On trouve encore aujourd'hui tous les détails du rapport sur Internet. Et puis ils se sont arrangés pour... alors ça devait être déclenché dans les 48 heures. Et puis ils se sont aperçus que c'était pas très malin que ça saute juste après les exercices. Donc ils se sont arrangés pour pouvoir le faire plus tard. Et donc c'est un avion de l'armée de l'air de Norvège qui est passé en septembre, le 26 septembre, qui est passé au-dessus, qui a largué une bouée et qui a fait exploser. Ça, c'est une chose. Vous avez un scientifique suisse, le professeur Braun, qui est un spécialiste de physique quantique, de physique. J'ai mis son CV, il prend une demi-page dans le livre, donc c'est pas n'importe qui lui a étudié cette explosion. Et il dit d'abord il donne le détail des tuyaux. Exactement. La dimension des tuyaux. On a voulu nous faire croire que c'était très simple de... Voilà, que c'était un petit voilier ukrainien. Encore M. Pujadas.
un petit voilier ukrainien avec des petits pêcheurs ukrainiens. Voilà. Ils n'ont pas accès. De toute façon, la région, elle est hyper surveillée. C'est justement pour ça qu'ils ont profité de Baltrop. Donc, le professeur Braun a expliqué que les tuyaux font tant de diamètre, l'acier, l'épaisseur de l'acier, l'épaisseur du béton, enfin bon, voilà. Et il dit, c'est pas 250 kilos de C4 qui pouvaient faire exploser. Donc, il a fait des comparaisons avec les explosions atomiques qui ont eu lieu en Corée du Nord. Et il s'est aperçu que ça matchait. C'était très semblable. D'autre part, il a diagnostiqué une augmentation de la radioactivité en Pologne une journée après. En Suisse, 3 jours après. Les secousses sismiques à 1500 km ont été enregistrées et tout. Et lui, il explique que c'est une mini-bombe nucléaire qui a fait exploser les 3 Nord Stream, puisqu'il y en a un qui n'a pas explosé. Et donc, il a fait son rapport, il l'a envoyé partout. Il l'a envoyé à l'ONU, il l'a envoyé, comme il est suisse, il l'a envoyé à l'ambassade de Russie en Suisse, à l'ambassade américaine, il l'a envoyé à la Cour européenne, enfin vraiment partout. Aucune réaction, rien du tout. Même des Russes, pour une bonne et simple raison, c'est que si on en parlait, eh ben, faudrait expliquer qu'on est déjà rentré, et que les Américains sont déjà rentrés dans une guerre nucléaire. Voilà. Mais j'ai mis l'étude de ce professeur, vraiment, c'est détaillé, il y a tout, et les comparaisons avec les explosions nucléaires de Corée du Nord sont vraiment explicites. Alors justement, cette destruction de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 a impacté fortement les pays européens. Oui. Et quand on compare aux menaces proférées par l'Union européenne de sanctions économiques sur la Russie, ben on se dit que c'est complètement délirant. Alors déjà, à chaque fois, il faut se demander à qui profite le crime. Voilà. Donc nous, Européens, ça ne nous a pas profité. Mais les Américains n'arrivaient pas à nous vendre leur gaz de schiste. Parce qu'on a les écolos européens qui n'en voulaient pas. Et là, du coup, ils le vendent. Ils le vendent, on reçoit le gaz de schiste américain qu'on paye 3 fois, 4 fois plus cher. Et puis, sans compter que le gaz russe, il part quand même dans d'autres pays, le gaz, le pétrole, il part dans d'autres pays, entre autres en Inde. Les exportations russes avec l'Inde ont augmenté de 500%, de 5000% avec le Brésil. Énorme. Et puis ça revient chez nous. Ça revient chez nous avec un autre nom, mais on paye plus cher. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est pas une situation, est-ce qu'on vit pas une situation très ubuesque en fait de la part des pays européens? Ah si, tout à fait. C'est ubuesque, c'est ahurissant qu'un président d'un pays qui doit être là pour protéger son pays, pour protéger sa population, pour protéger son économie, puisse agir comme ça. À part Viktor Orban, bien sûr, les autres, ils acceptent tous, quoi. Et puis, celui que vous avez cité tout à l'heure, qu'ils ont essayé d'assassiner en lui tirant dessus, sinon, tous les autres n'ont absolument rien à faire de leur pays, de leur population, de leur économie. Les Allemands ont une économie qui s'est effondrée, mais très très rapidement. Et pas que les Allemands, la France. Là. N'en parlons pas, on a plus déjà, de 3 000 milliards déjà, nous, on n'avait pas besoin de ça, puisqu'on avait un ministre de l'économie qui nous avait promis qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux. Donc, on a vu le résultat. Je crois que pour ça, il aurait fallu qu'il aille travailler en Russie. Il aurait fallu qu'il soit ministre de l'économie en Russie. Mais la Russie, non, elle fonctionne très bien. Elle a 4-6 de progression. Elle est devenue la 4e puissance mondiale économique. Ça se passe très bien pour les Russes. Oui, bah, il leur manque peut-être un petit peu de fromage français. C'est la seule chose qui peut leur manquer. Et encore, faudrait leur poser la question si ça leur manque vraiment. Vous vous rendez compte qu'ils ont osé nous dire que les Russes, pour leur armement, allaient démonter les puces qu'il y avait sur les machines à laver? Et vous avez des gens qui le croient, le pire. Alors qu'ils ont le meilleur armement au monde. Ils ont des missiles hypersoniques qui peuvent même pas être arrêtés. Ils ont ça en deux, ils le lancent sur la France, il n'y a plus de France. Et on a des imbéciles qui votent pour envoyer des missiles en Ukraine. Je vais la citer parce qu'elle m'a écœuré. Vous avez une Marion Maréchal. À chaque fois qu'elle prend la parole, c'est pour parler de ses filles, de prendre l'avenir de ses filles.
parlait de l'avenir de ses filles. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est députée européenne et elle a été votée pour envoyer des missiles à l'intérieur de la Russie. Moi, je la croyais intelligente, cette femme. J'ai été profondément déçu, quoi. C'est ahurissant. Vous avez tous ceux qui ont pris la parole, d'ailleurs, pour la mort de Navalny, se sont ridiculisés. Je ne sais pas si on va aborder Navalny, mais... Alors, en parlant de cette guerre, on voit bien que cette guerre, elle profite de manière économique à la Russie. Et d'un autre côté, l'Union européenne, elle vient de dévoiler, je ne sais pas si vous le savez, un rapport, ça c'est dans un article qu'on a publié sur le Média Enquête 4.2, elle vient de publier un rapport qui prépare les citoyens européens à un état de crise permanente. Oui. Ce plan inclut des mesures drastiques telles que le stockage de nourriture, des produits de nourriture et de produits de première nécessité, la création d'une CIA européenne et la censure des messageries privées. Frau von der Leyen, tout ça c'est Frau von der Leyen. On rappelle au passage que personne n'a élu Frau von der Leyen. C'est les députés européens qui l'ont élu, mais nous les peuples qui subissons les décisions de Madame, entre autres les injections, on attend toujours les contrats, de voir les contrats qu'elle a signés, on les a toujours pas vus. C'est une personne qui n'a jamais été élue par les peuples, qui dirige l'Europe, qui donne ses ordres à Macron. Hein. La France n'est plus un pays, c'est un petit département européen, et elle-même prend ses ordres de Washington. C'est ça qui est terrible. Donc la France qui devient le vassal de l'Union européenne et des États-Unis. On nous prépare à quoi là exactement avec ces mesures, avec ce rapport ? Déjà la peur. Ils ont vu que la peur ça marchait. Hein, en 2020, 2021, hein, ils ont vu qu'en effrayant, en terrorisant, tu vas mourir. Ils ont vu que ça marchait très bien finalement. Donc ils vont continuer. Donc maintenant on va avoir la nourriture, c'est sûr, mais ça fait plusieurs années que tout ce qu'ils disent, c'est annoncé depuis plusieurs années. Par exemple, ce qu'ils font aux enfants actuellement, le côté woke avec les cours d'éducation sexuelle. L'ONU en parle depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, moi, que je suis informé de ce que prépare l'ONU. Donc, le manque de nourriture, c'est prévu aussi. C'est dans les couloirs, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Oui, ça va venir. Et cette création de CIA européenne, qu'est-ce que ça évoque ? Oui, ça c'est nouveau. Enfin, je l'ai vu. C'est pareil, c'est Frau von der Leyen qui l'a décidé. Ce serait une filiale de la CIA américaine ? Je ne sais pas. Elle devrait nous parler de Eurogénor aussi. On n'en parle pas. Les citoyens ne sont pas informés de tout ça. Même les policiers n'étaient pas au courant que s'il manque de stylos, de papier dans les commissariats, c'est parce qu'il y a une partie de l'argent du ministère de l'Intérieur qui part grâce à Madame Michèle Alliot-Marie. Ça date de son époque, quand elle était ministre de l'Intérieur. Et une partie de cet argent qui ne peut pas rentrer dans les finances de l'État, donc c'est pris sur d'autres ministères. Quand il y a eu les Gilets jaunes, ils étaient présents. Il y avait des insignes, il y a eu des photos qui ont été prises. Alors si je vous parle de cette CIA européenne, c'est pour rebondir sur la CIA que vous abordez dans votre livre, parce que vous rappelez le rôle clé de la CIA, notamment dans des actions de sabotage, mais aussi d'espionnage. Vous parlez de bases d'espionnage le long de la frontière russe. Oui. Il y a 12 bases, on peut saluer quand même le courage des journalistes américains, puisque le New York Times a fait des articles justement sur ces 12 bases. Il a fait des articles sur les laboratoires, les biolabs également, où ils cultivent des virus qui, selon la Convention de Vienne, ne peuvent pas faire chez eux. Enfin, on ne peut pas les faire, donc ils font ça en Ukraine, ils font ça en Afrique aussi. Ils se sont fait virer 2-3 pays d'Afrique parce que les virus Ebola et tout, comme par hasard, c'est parti de ces biolabs américains. Mais ils les ont déplacés aujourd'hui. Enfin, sur les 42 qu'il y avait en Ukraine, il y en a 30 qui ont été déplacés au Kazakhstan. C'est comme les cliniques de bébés, c'est pareil. Ils les ont déplacés au Kazakhstan. Le Kazakhstan a signé des accords avec les États-Unis, ils reçoivent de l'argent, donc ils acceptent. Et puis, le Kazakhstan étant une ancienne république soviétique, ils avaient déjà des laboratoires. Donc, c'était beaucoup plus facile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le lendemain de l'opération militaire, Zelensky a donné ordre de détruire toutes les données dans ces laboratoires.
Et donc, si ça avait été des études normales, il n'y avait aucune raison de supprimer les données. Et ils expliquent d'ailleurs qu'ils étudient, mais ça je l'expliquais déjà dans le tome 2, le DOD étudie des virus selon les types d'individus. Ils ont prévu des virus pour les Noirs, ils ont prévu des virus pour les Asiatiques. Là, ce qui les intéressait, c'était des virus pour les Slaves. Enfin, c'est vraiment horrifiant tout ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si vous avez lu le chapitre L'armée américaine dans le tome 2. C'est même plus de la science-fiction. Alors, pour rester sur les techniques d'espionnage et la science-fiction, est-ce que vous connaissez Robert Monroe ? Je connais pas, je peux pas dire que je connais un peu. Mais alors c'était un homme d'affaires, un ingénieur du son qui a créé son institut Monroe en 1974 aux États-Unis, en Virginie. Et lui, il avait un programme, il travaillait avec la CIA et il avait un programme de faire voyager hors du corps. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure du Kazakhstan. Alors je vais vous lire vraiment rapidement pour que j'ai tenu à parler de Robert Monroe parce qu'avec Pierre Jovanovic, qui édite d'ailleurs ses livres, on va parler de lui dans une des capsules qu'on mène autour de la spiritualité. Et vous allez comprendre le rôle vraiment de la CIA. Alors, la centrale d'espionnage avait bien mis en place un programme secret. La centrale d'espionnage de la CIA avait bien mis en place un programme secret avec l'aide de Robert Monroe pour développer une unité très spéciale composée de militaires capables de quitter leur corps physique et de voyager pour espionner à distance en partant de leur base de Fort Middle. Les noms de code de ces programmes étaient Gateway Experience et Stargate. Au départ, il fallait repérer à distance les silos cachant les charges nucléaires soviétiques et les positions des camions lance-missiles balistiques russes. Cela a permis d'identifier précisément le nouveau centre de recherche nucléaire ultra secret de Semipalatinsk au nord du Kazakhstan, ainsi que la zone de fabrication d'un tout nouveau et gigantesque sous-marin nucléaire. Oui, ça je l'ai lu, je l'avais lu ça, oui, tout à fait. Et il n'y croyait pas d'ailleurs quand la personne qui est sortie de son corps a pu décrire le sous-marin, on leur a dit c'est absolument impossible, c'est pas possible, on n'a pas cette technologie. Et finalement, il avait dit la vérité, il avait vraiment vu, j'ai lu ça. Donc c'est fou jusqu'où va la CIA dans cette technique d'espionnage. Ils vont même plus loin. J'ai déjeuné hier avec un militaire et ils pensent même qu'ils savent voyager dans le temps. C'est peut-être aussi pourquoi vous avez parlé de l'exfiltration des scientifiques allemands. Est-ce que je peux faire le rapprochement ou pas de près de 1500 scientifiques allemands qui ont été exfiltrés vers les États-Unis? Scientifiques nazis. Oui. Voilà. Et entre autres, c'est la base du projet Apollo. Hein, c'est la base du projet Apollo. Oui, ils les ont replacés et puis ils les ont utilisés pour eux, bien sûr. Parce qu'on parle effectivement que... Il y a tous les noms dans le livre. Oui, et on parle justement de... Enfin, il y a une rumeur comme ça qui court, parce que vous venez de parler de voyager dans le temps, que les scientifiques nazis de l'époque détenaient cette technologie. Voilà. Voilà. Et puis donc la décorporation, comme vous venez d'en parler. Moi, c'est ce que j'appelle le voyage astral, sortir du corps. C'est le voyage astral. Et... Oui, ça existe, mais très peu de gens le savent. Si vous voulez, on le pratique tous, chaque nuit, le voyage astral. On sort de notre corps, mais on n'est pas conscient. Mais si on réfléchit, à tous, ça nous est arrivé un jour qu'il y ait un bruit dans la pièce et qu'on soit réveillé et qu'on retombe dans notre corps brusquement. Et ça je pense qu'on l'a tous vécu une fois ou deux dans notre vie. Mais ce que l'on fait inconsciemment chaque nuit, on peut le faire, on peut travailler et le faire. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font. Ils composent le corps, mais l'astral... Et c'est ce qu'ils utilisent certainement dans leur guerre, une guerre hybride. Finalement, la guerre hybride, c'est aussi bien sûr, mais c'est vieux, hein, ça date... Oui, on l'a dit, 1974. Plus encore. L'Institut Monroe a été créé en 1974. Plus encore, mais les Russes l'étudiaient à l'époque de l'Union soviétique. Hein, oui, c'est...
Donc il y a une autre guerre finalement que celle qu'on peut voir comme ça à l'écran. Il y a aussi une autre guerre qui se au-delà du FSB ou de la CIA. Et même au-delà de ce que la population peut imaginer. Il y en a qui nous écoutent, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ont fumé avant l'émission là. Mais c'est vrai, ça existe. Moi, j'ai voulu vous amener sur ce sujet-là parce que je sentais que ça allait certainement vous parler. Mais j'avais lu ce passage-là avec le sous-marin. Entre autres, je l'ai lu il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. Mais ça fait partie aussi de la prise de conscience aussi. C'est-à-dire que quand on demande aux spectateurs, aux auditeurs qui nous écoutent d'aller s'informer, de lire, ça fait partie aussi. Bien sûr, mais moi, c'est mon but dans mes livres, c'est que de donner envie au lecteur de s'informer par lui-même. Bon, celui-là, il a 700 notes de bas de page, je crois. L'autre de l'année dernière, il en avait 1500. Mais c'est pour que les gens puissent, en dehors du fait où on peut pas me dire que je suis un complotiste, puisque c'est des documents officiels. On l'est tous, Jean-Michel. Là, là, je suis désolée pour vous. Nous sommes tous des complotistes. Mais ça donne envie. Je parlais hier avec un de mes lecteurs qui me disait, je passe 3 fois plus de temps dans les notes de bas de page à aller fouiller que la lecture du livre. Il dit, je lis le livre, mais je reviens et je cherche. Et il dit, c'est passionnant, toutes les informations qu'il y a dedans. Effectivement, c'est passionnant, on le dit encore, c'est sourcé, c'est documenté. C'est indispensable, toutes les sources, c'est indispensable. J'ai un militaire hier qui me disait, parce qu'au début, où je lui ai proposé le livre, il me dit non, mais je connais, je suis militaire, voilà. Et puis il y a un mois de ça, et il a plongé dedans, et il est à la 2e lecture, il dit je relis une 2e fois parce que je savais en gros, mais tu mets des détails que je ne connaissais pas. Alors c'est vrai que je peux pas aller. Il y a 600 pages, donc on peut pas faire tous les chapitres, et ce sera aussi tout l'intérêt pour le spectateur de découvrir aussi, hein, c'est ça. Donc j'ai essayé d'aborder les points qui me semblaient essentiels, mais pour revenir plus terre à terre, tout de même, on revient à cette guerre en Ukraine, et l'objectif premier, c'est de détruire la Russie. Il y a eu quand même une chose que les États-Unis ont sans doute essayé de faire, de déstabiliser la Russie par cet attentat. Oui. À Crocus City Hall. Ouais. Bien sûr. Mais tous les attentats qui sont faits en Russie, c'est les Anglais à la base, c'est les Mi-5. Pour ceux qui ne savent pas, 4 jours avant, Obama, le président au 7 guerre, celui qui a un prix Nobel de la guerre, là, a rencontré Rishi Sunak. Je pense que c'était pour donner le feu vert, puisque vous avez vu, Victoria Nuland avait dit que le président Poutine allait avoir une surprise. C'était ces termes, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, Nuland parlait du terme, il va y avoir une surprise. Donc oui, il y a eu cet attentat qui a fait plus de 130 morts, qu'ils ont mis sur le dos des musulmans. Alors déjà, un musulman qui fait un attentat, pour lui, c'est un honneur de mourir en victime, donc ils se font pas payer. Ceux-là repartaient direction l'Ukraine. Ils ont fait le baya, c'est-à-dire le serment, avec l'index de la main gauche. Or, n'importe quel enfant de 5 ans qui est élevé dans une famille musulmane sait que la main gauche, elle est réservée aux gestes impurs et que le baya se fait avec la main droite. Il y a la photo en plus, hein, j'ai mis la photo dans le livre. Donc on voit bien que dès le départ, il y a quelque chose qui cloche. Bon, quand ils ont été arrêtés en direction de l'Ukraine, bon, bah, ils ont avoué, ils ont tout reconnu, même ils ont dit que c'est pas vrai. Mais il faut savoir que la Russie a 12 millions de musulmans. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était créer des problèmes dans la population. Diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils voulaient, quoi. J'en profite pour souligner quand même que le héros de cet attentat, c'est un petit musulman de 15 ans qui a sauvé des centaines de personnes. Il s'appelle Islam Lalivol, et il a fait dégager des centaines de personnes par des couloirs parce que les gens se sont sauvés, mais c'était fermé, les portes étaient fermées, et lui il travaillait le soir après l'école. Et oui, cet attentat qui
qui se voulait en fait déstabiliser le pays, en fait, n'a pas du tout. On voit bien que Poutine. Il y en a eu plusieurs à la même époque, hein, dans d'autres régions de Russie, mais celui-là était fort. Alors, il faut quand même préciser que 4-5 jours avant, l'ambassade des États-Unis à Moscou et l'ambassade de Grande-Bretagne à Moscou avaient demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les salles de spectacle. Effectivement. Voilà, donc on voit bien quand même comment c'était préparé. Alors cet attentat, si je me souviens bien, aurait été revendiqué par ISIS. Oui. Si je me souviens. On peut revenir quand même sur la création de tous ces mouvements. Voilà, et là, on va laisser parler celle qui s'y connaissait le mieux, Hillary Clinton. Au Sénat américain en 2009, qui a dit Daesh, c'est nous qui l'avons fabriqué. Daesh, Al-Qaïda. Voilà, c'est eux. Comme ça, c'est clair. C'est clair, on le sait. Et puis bon, c'est tout de suite les Anglais qui ont dit non, c'est pas les Ukrainiens. C'est Daesh, enfin c'est ISIS. Voilà, tout de suite. Mais ils savent toujours tout. C'est pareil pour Nord Stream, c'était Poutine. Hein. Je vous rappelle que tous les journaux, le lendemain, c'était Poutine. Pourquoi Poutine aurait été faire exploser? Il avait qu'à fermer les robinets. Il fermait les manettes et c'était terminé. C'est comme la mort de Navalny. C'est tout à fait extraordinaire que un journaliste comme Franz-Olivier Gisberg puisse titrer dès le lendemain « Le mini-tsar de Moscou devait vraiment avoir peur pour avoir fait tuer Poutine, pour avoir fait tuer Navalny ». Et là, tous nos politiques français se sont rués pour l'honneur de Navalny. Alors tous, hein, Le Pen, Manon Aubry... Éric Zemmour, très décevant vu les propos qu'il a tenus, franchement, sur Navalny. Navalny, alors une fois de plus, à qui profite le crime, hein. Navalny, il représentait 2%. Il était complètement oublié dans une prison de Sibérie. Le mieux qu'il a fait dans sa vie, c'est 20% quand il s'est présenté à la mairie de Moscou, et il a eu besoin des voix du parti de Poutine pour se présenter, voilà. Mais il faut savoir qu'on lui a Amnesty International lui a enlevé son titre de prisonnier politique parce que il était raciste, xénophobe, homophobe. C'est aussi quelqu'un qui disait que les musulmans c'était des mouches et des cafards qu'il fallait écraser. Voilà, voilà l'individu qu'ils ont tous monté au nu. Alors, il avait eu des procès de détournement de fonds, entre autres avec la société française Yves Rocher. Enfin bon, c'était pas du tout le bien-pensant qu'on pensait, puisque même, je vous dis, Amnesty International lui a enlevé son titre de prisonnier politique. Mais bon, ça fait rien, on a tous les politiques français qui se sont jetés là-dessus parce qu'il fallait défendre Navalny. Est-ce que vous démontrez justement, c'est qu'il n'aurait pas été assassiné, c'est qu'il oui, alors, je le démontre. Par des enquêtes qui ont été menées, je le démontre très fort. Alors, dès le lendemain, je vous dis, tout le monde, c'était Poutine qui l'avait fait assassiner. Ce qui était assez extraordinaire pour le journal Libération, qui titrait aussi « Poutine a fait assassiner Navalny », alors que il le savait 48 heures après, alors que 18 mois après, à l'époque, il ne savait toujours pas qui avait fait sauter Nord Stream. Ça, c'est Journal Libération. Ben oui, c'est très simple. Quand Navalny est allé se faire soigner en Allemagne, pour prendre l'avion, à l'époque, il fallait avoir reçu une certaine injection. Voilà. Donc, il s'est fait soigner 6 mois en Allemagne. Il est rentré en Russie, où il a été arrêté d'ailleurs, parce que j'explique que ce qui était prévu, c'était un projet Mandela. Donc, il a été prisonnier, et puis après, il allait sortir, se faire élire président et tout. Et donc c'est sa femme d'ailleurs qui le pousse à rentrer, à prendre l'avion. C'est sa femme qui l'a poussé, oui, parce qu'elle en a profité pour prendre sa fortune. Et même les Ukrainiens, le principal journal ukrainien a reconnu, ils avaient que c'était un AVC, qu'il avait eu un caillot. Et il y a eu une réunion à l'Élysée avec des Ukrainiens, et j'ai plus le nom là en tête de la personne, mais il le dit, il dit ça nous fait pas plaisir, on aurait préféré dire qu'il a été assassiné, mais on doit reconnaître, non, il a fait un AVC, il a eu un caillot, et voilà. Et surtout, on aurait tenté de réanimer en fait Navalny. Oui, il avait les marques de massage cardiaque, et puis il a eu des côtes cassées. Voilà, et puis alors quel était l'intérêt de Poutine
de faire tuer Navalny, donc tout le monde avait oublié. Poutine venait de faire une interview avec Tucker Carlson, qui avait été vue par presque 1 milliard d'individus sur Terre. Il avait une cote de 80% avant l'élection, il a été réélu à 87%. Personne ne s'occupait de Navalny, je veux dire, c'était vraiment pas son intérêt. C'est comme tous les assassinats, je ne sais plus le nom de un de ses opposants qui a été tué sur un pont proche du Kremlin en promenant son chien. Sincèrement, s'il voulait faire tuer quelqu'un, il avait les moyens de le faire discrètement. Je ne dis pas que Poutine n'a pas fait tuer des... Non, nous, on a un président, Hollande, il a reconnu qu'il en a fait tuer 30 des individus. Donc, et il a été président que 5 ans. Poutine, ça fait 20 ans. Donc, je veux pas défendre Poutine. Mais quand même, là, pour Navalny, non. Ils ont tous menti. Et quel était l'intérêt puis, la France pourrait peut-être balayer devant sa porte. Robert Boulin, chez nous, on se rappelle. Oui, sa fille qui vient de sortir un livre, d'ailleurs. Voilà. François de Grossour, François Bérégovoy. Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, alors là, je le sais parce que j'étais dans les informations à l'époque. Et il venait de téléphoner à un fleuriste pour faire livrer un bouquet de fleurs chez le couple qui l'avait invité à dîner, où il devait dîner le soir. Et puis 10 minutes après, avec un 357, il se tire une balle. Il s'est suicidé de 2 balles. C'est ça, là. Non, ça c'est Bérégovoy. Oui, non, je parle pas de Bérégovoy, je parle de François de Grossour. François de Grossour qui venait de commander des fleurs. Bérégovoy, oui, s'est suicidé de 2 balles. La deuxième a été tirée dans l'hélicoptère. Mais, et nous, si on parlait un peu d'Ivan Colonna aussi. Donc je pense que la France devrait balayer devant sa porte, et puis tous les hommes politiques, rappelez-vous Napoléon et le duc d'Enghien, il l'a fait fusiller dans les fosses du château, à Vincennes. Si on va fouiller autour de la famille Clinton, on est à 80 décès. Entre les suicides, les noyades, les empoisonnements, généralement 24 heures avant de passer au tribunal pour témoigner. Je crois que les Clinton ont le pompon, leur famille, leurs amis, ça a vraiment bien été nettoyé. Donc ça, on n'y peut rien, c'est le pouvoir, il est comme ça. Mais sincèrement, pour Navalny, Poutine n'avait rien à foutre de Navalny, quoi. On pourrait juste aussi comparer la manière dont les corps ont été retrouvés, celui de Navalny et celui du journaliste égyptien qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple. On pourrait juste faire cette petite comparaison très simple. Par exemple, ouais. Pour terminer, Jean-Michel, on voit bien que la Russie se porte très bien économiquement. Quelques chiffres, elle a enregistré une croissance de 3% en 2023, certainement 2,4% pour 2024, c'est ce que annonce le FMI. Plus. En tout cas, ça c'est le FMI qui annonce. Oui, mais ils sont toujours en dessous, en dessous le FMI. Je pense qu'ils vont terminer à 4,6 l'année 24. Forcément, le PIB a augmenté de 4% au second trimestre 2024. Cette dernière réunion des BRICS à Kazan. Un succès. Qui n'a pas été vu comme un succès ici auprès des médias français. Alors que vraiment partout dans le monde, ça passe pas comme un succès. Il faut quand même savoir que, à part les pays européens, les pays de l'OTAN, tous les autres pays sont derrière la Russie. Quand vous avez la Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud avec vous, il l'a bien dit, Lavrov, le G7 maintenant, mais c'est rien du tout. On veut même pas avoir à parler avec le G7, quoi. Vous représentez rien du tout. C'est la fin de l'Union européenne, alors? C'est la fin d'un monde, oui, là, on va vivre plein de choses. Si Trump est élu, on va vivre plein de choses. S'ils arrivent à tricher pour placer Kamala, on va vivre aussi plein de choses. Les prochains mois vont être très intéressants. Il va se passer plein de choses, même chez nous en France. Alors vous savez qu'en ce moment, le FBI accuse la Russie de faire de l'ingérence. Oui, c'est tout à fait dans les élections américaines. Oui, ils avaient déjà fait ça en 2016, donc... Ils récidivent, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Et puis vraiment, venant d'eux...
Une dernière question, Jean-Michel, pour vous taquiner peut-être. Est-ce que vous avez envoyé votre livre à Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen? Eh bien, je voulais le faire parce que je les ai allumés quand même. Je voulais le faire et puis mon attaché de presse m'a dit c'est pas la peine, c'est une perte de temps, je préfère l'envoyer à des gens plus intéressants. C'est dommage, je pense que ça leur aurait donné un petit peu d'instruction à ces deux-là. Moi aussi, je trouve ça dommage. Mais je l'ai envoyé à Duhamel et je l'ai envoyé à 2 zigotos de BFM, ceux que j'ai allumés dans le livre. Donc c'est pour ça que je voulais leur envoyer le livre pour qu'ils puissent répondre. Et bon, il n'y a pas de réponse, mais bon, BFM, c'est peut-être trop intellectuel pour eux. Qui sait? Voilà. C'est dommage, ça les aurait instruits parce que quand j'ai vu la façon dont il parlait à un député européen, c'est Mariani, je crois, quand le petit jeune, alors je connaissais pas son nom à l'époque, maintenant je le connais puisque j'ai connu son nom par la fête, l'inauguration des JO, là, puisque son ami a montré certaines parties intimes de son corps, donc là on a su le nom des deux. Et moi, je l'ai appelé le jeune inculte. Et donc, il demandait à Mariani si Poutine, la Russie, attaquait, est-ce que vous irez défendre votre pays? Donc, Mariani répondait, déjà, avec mon âge, j'ai peu de chance, mais oui, je ferai ce que j'ai à faire. Et Mariani lui dit, mais et vous deux? Et les deux gamins, parce que c'est des gamins, ah mais nous, on vous demande ça comme ça, on n'est pas des conscrits. Voilà. Et on peut terminer par la phrase de Nicolas Sarkozy qui a déclaré, c'est dans le livre, Boulevard Saint-Germain, il y a beaucoup de va-t-en guerre qui sont prêts à envoyer en guerre, mais des gens sur le terrain se faire tuer, mais ça va pas plus loin, quoi. Eux, ils restent derrière leurs écrans, derrière leurs micros, pour certains, et c'est quand même bien malheureux. À bon entendeur. Voilà. Donc ces deux-là, ils m'inviteront pas non plus, mais c'est BFM, c'est pas bien grave. Mais bien sûr. Vous avez les médias alternatifs. Voilà. Alors, voilà. C'est beaucoup mieux d'ailleurs. Oui. Nous sommes l'avenir, n'est-ce pas? Voilà. Puis on peut parler librement. Oui. Et vous serez toujours le bienvenu. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Kate. C'était un plaisir. C'était une première, mais c'était un plaisir. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Eh ben, on se reverra pour le prochain. Eh ben, j'espère bien quand vous serez de retour sur Paris. En tout cas, n'hésitez pas. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vous invite à signer notre livre d'or si vous êtes. D'accord. Merci.